La zapette est là. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Donc on va commencer on a le dur exercice de faire la dernière conférence du salon au dernier créneau. Donc on va essayer de vous intéresser. On vous remercie d'être resté jusque-là pour participer à cette conférence qui portera sur le stockage, le traitement et la valorisation des eaux à l'échelle des bâtiments et des parcelles sous l'angle de l'adaptation au changement climatique. Donc moi je suis Jérémy Sténinger, je suis le délégué général de l'ATEP, qui est une organisation professionnelle des acteurs du traitement des eaux de la parcelle. Et j'ai avec moi pour intervenir Alicia Adrovic, qui est responsable développement Skywater chez Soprema, qui apportera un témoignage, un retour d'expérience d'une réalisation concrète sur ce sujet-là. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les résultats d'une enquête. En fait, on a lancé une enquête d'opinion sur la gestion de l'eau par les collectivités et les Français, savoir s'ils étaient vraiment prêts à agir. Donc, tout d'abord, l'ATEP, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ce que je vous ai dit, un syndicat professionnel qui rassemble les acteurs du traitement des eaux de la parcelle. Donc, c'est 35 entreprises, que ce soit des fabricants de matériaux, des sociétés de services qui font la conception, l'entretien ou la distribution de produits autour de tout ce qui est gestion décentralisée des eaux. Donc, ça concerne la séparation à la source et le traitement des eaux usées par l'assainissement non collectif. C'est tout ce qui est gestion durable et intégrée des eaux pluviales à l'échelle de la parcelle, et tout ce qui est valorisation des eaux non conventionnelles, donc toujours à l'échelle également de la parcelle et du bâtiment. Donc c'est quoi les eaux non conventionnelles? Donc ça va être des eaux de pluie ou des eaux grises, donc ce sont les eaux issues de salles de bain. Donc un petit rappel, donc on porte des propositions au niveau de ce syndicat pour développer la gestion durable et intégrée des eaux pluviales, pour permettre d'accélérer la sobriété des usages de l'eau en passant par la rénovation des assainissements, par le développement de la récupération et utilisation d'eau de pluie comme une solution à part entière de gestion des eaux pluviales, mettre en place des études de faisabilité dès qu'on a un nouveau bâtiment, un projet, de faire une faisabilité de la sobriété des usages de l'eau, comme aujourd'hui on traite les questions énergétiques, aller vers de la sobriété énergétique, aller vers de la sobriété hydrique des bâtiments. Donc ce qui me permet de rejoindre une autre proposition qui est la conformité de ces installations-là. Quand on va gérer l'eau à l'échelle d'un bâtiment, chez un privé, un particulier, dans une entreprise, il faut bien s'assurer qu'on gère bien les eaux pour éviter tout problème environnemental ou sanitaire. Quand on va utiliser autre chose que de l'eau potable à l'intérieur d'un bâtiment, il ne faut pas qu'on ait de risque d'interconnexion entre les réseaux et de contamination de ce réseau-là, et d'aller vers des obligations d'entretien de ces installations et de concrétiser tout ça au travers du carnet d'information du logement, d'un DPE eau. Pourquoi pas aller vers un diagnostic des performances eau des bâtiments comme on l'a au niveau des performances énergétiques. Et pour boucler la boucle, il faudrait que l'eau soit considérée comme l'énergie, avec des dispositifs d'accompagnement et d'aide, comme on connaît aujourd'hui France Rénov qui a mis le paquet sur l'énergie. On pourrait mettre le même paquet sur la sobriété hydrique des bâtiments. Donc de quoi on va vous parler? On va vous parler de différentes eaux, donc c'est pour ça que je voulais faire ce petit point de rappel, parce que déjà on fait la différence entre l'eau de pluie et les eaux pluviales. Donc les eaux de pluie en fait sont des eaux qui ont été collectées sur des surfaces inaccessibles. Donc ça va être toiture, cours intérieur, ces choses-là. Donc pour avoir une eau la moins sale possible, pour pouvoir la valoriser le plus simplement possible. On a les eaux de pluie, les eaux pluviales, qui sont des eaux des précipitations qui ont ruisselé sur le sol. Donc celles-là qui sont plus chargées, qui nécessiteront d'être traitées. Il y a les eaux grises, donc ce qu'on appelle les eaux grises, ce sont les eaux produites par la salle de bain, en gros, hein, c'est les douches, lavabos, lave-linge, qu'on va pouvoir valoriser aujourd'hui. Et les eaux usées traitées, c'est tout ce qui sort d'une station d'épuration qui a été traitée et qui permet ou qu'on a aujourd'hui la possibilité de valoriser. Donc on a fait une enquête avec un institut, un organisme d'études et de sondage, Infopro Digital, qui a été réalisée entre le 25 septembre et le 17 octobre, auprès de 223 élus et agents de collectivité, auprès de 1000 Français, avec une représentativité territoriale de la population française. Donc qu'est-ce que ça nous dit sur la gestion de l'eau? Déjà, il y a un point très très important, c'est qu'on voit que 96% des collectivités sont prêtes à agir et en font une priorité sur le territoire de la gestion de l'eau. Et il y a plus de 4 collectivités sur 10 qui ont déjà mis en place des actions de gestion des eaux décentralisées à l'échelle des bâtiments et des parcelles. Et si on met le regard des collectivités en parallèle du regard des Français,
En bleu, vous retrouvez les chiffres des collectivités et en vert, ceux des Français. Il y a 67% des Français qui font attention à leur consommation en eau. Il y a 63% des Français qui considèrent que leurs collectivités, elles agissent déjà suffisamment, elles sont actives pour mieux gérer la ressource en eau. Et 93% des Français font vraiment très très attention à leur consommation en eau. Donc sur les effets du changement climatique, on a 30% des collectivités qui placent les enjeux d'adaptation au changement climatique comme prioritaires. Donc adaptation au changement climatique, c'est gestion des périodes de sécheresse, mais également gestion des périodes d'inondation. Donc c'est une priorité au niveau des collectivités. 70% des Français sont inquiets, soucieux face à ces enjeux de sécheresse. 5% seulement sur la gestion des inondations. Donc ça peut être lié aux inondations, on y pense quand on y a été confronté récemment et ensuite on l'oublie. Et il y a quand même 8%, c'est intéressant à souligner, des Français qui sont préoccupés par le risque incendie, l'anticipation de ce risque-là, qui rejoint finalement la préoccupation liée à la sécheresse. Au niveau des économies d'eau et de la valorisation des eaux de pluie, on a été assez agréablement surpris par cette étude parce qu'on s'est rendu compte qu'une collectivité sur deux menait déjà des actions de valorisation des eaux de pluie au niveau de la collectivité, donc 42% au niveau des bâtiments scolaires, où il y a déjà la mise en place de récupération et utilisation d'eau de pluie, en toiture pour alimentation des chasses d'eau. Et en parallèle des collectivités, il y a un Français sur deux qui nous dit qu'il récupère et qu'il utilise déjà l'eau de pluie chez lui pour son arrosage, pour le nettoyage du véhicule et d'autres usages. Au niveau des aides financières et des accompagnements, donc c'est là où il y a une problématique, c'est que quasiment la moitié des collectivités se sentent mal accompagnées financièrement pour mener leurs projets et également techniquement sur la connaissance des solutions et l'accompagnement technique pour le développer. Et un petit peu moins au niveau des Français. Il y a 30% des Français qui estiment ne pas bien connaître les solutions qui leur sont offertes pour faire des économies ou la gestion de l'eau à l'échelle de la maison ou de la parcelle, et 21% qui n'ont aucune information sur les dispositions financières autour de ce sujet-là. Donc ce qu'on peut dire, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment un enjeu fort. Les collectivités ont pris conscience du sujet. Je dirais que l'intention, elle est là, et aujourd'hui, il faut passer à l'action sur cette gestion décentralisée des eaux. Et il paraît intéressant de venir aujourd'hui sur le panel des solutions qui sont disponibles pour faire une gestion durable et intégrée des eaux pluviales. Donc il y a trois modes de solutions complémentaires pour la gestion des eaux pluviales. Il y a l'évapotranspiration qu'on peut activer grâce à de la végétalisation. Donc ça va être de la végétalisation en toiture, de la végétalisation sur dalles, mais également des espaces verts qui permettent de gérer les eaux pluviales avec un travail sur les pentes et les dénivelés, ce qu'on fait la création de noues par exemple, qui permettent d'agir là-dessus. Il y a l'infiltration, qui est une autre solution de gestion et d'évacuation des eaux pluviales, qu'on peut réaliser par un puits d'infiltration, ou également double fonction par des noues, des espaces paysagers où on stocke et on infiltre les eaux de pluie. Et il y a un troisième volet de cette gestion-là, c'est la valorisation des eaux de pluie. On peut depuis 2008, il y a un cadre réglementaire depuis 2008 qui permet de stocker et de réutiliser les eaux à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur. Donc toutes ces solutions, elles sont complémentaires en fait. C'est ça qui est important de voir, parce qu'on entend souvent, il y a des politiques qui se mettent en place du tout infiltration. Il faut tout infiltrer pour gérer les eaux pluviales au plus proche d'où elles tombent et les évacuer le plus rapidement possible. On a un panel de solutions qui permettent de s'adapter au cadre bâti entre le pavé perméable, les tranchées d'infiltration, les cuves, puisards et tout ce qui est espace paysager, noues ou toitures végétalisées. Donc pour venir un petit peu en détail sur ces différentes solutions et leurs avantages, il y a le pavé perméable. Ce qui est intéressant avec le pavement perméable, c'est que finalement, quand on a un espace qui était prévu de terrasse ou de stockage de véhicules ou de cours d'accès, on ne change pas la fonction et la destination de l'ouvrage. On avait prévu de faire une terrasse, au lieu qu'elle soit perméable, elle est imperméable et elle permet de gérer les eaux de pluie. Donc c'est une solution intéressante quand chez le particulier ou au niveau d'une collectivité, quand on a une place, la place du village, ça permet de garder la fonction de l'aménagement tout en venant agir sur la gestion des eaux pluviales.
Les nous, donc là, c'est des solutions qui sont fondées sur la nature, hein, où on vient travailler finalement sur la perméabilité avec l'apport de matériaux et également sur les pentes pour créer une cuvette qui permet de stocker et d'infiltrer les eaux pluviales. Ce sont des solutions qui sont peu coûteuses, qui permettent de gérer l'infiltration et de par l'aspect paysager, ça permet de répondre à des enjeux de protection de la biodiversité et également de création d'îlots de fraîcheur. On va avoir la même fonction au niveau des toitures végétalisées, où là on va agir sur l'évapotranspiration à la source, des eaux pluviales, et on agit là en toiture, donc c'est pareil, on ne change pas la destination de l'ouvrage, on agit au niveau de la toiture et on crée là aussi un rafraîchissement du bâtiment et on crée des espaces d'îlots de fraîcheur en combinant ces solutions. On a tout ce qui est tranchée d'infiltration, donc ce qui est connu depuis longtemps, qu'on pratique, hein. En fait, on vient venir faire avec un système de drainage, évacuer les eaux de pluie de toiture pour les infiltrer. Donc on va avoir la même fonction là avec ce qu'on appelle des saules, des structures alvéolaires ultra légères. En fait, on vient travailler sur l'indice de vide. C'est des systèmes de caissettes où on stocke les eaux pluviales et où on les évacue en allant chercher dans ces ouvrages-là un indice de vide proche de 100% pour stocker un maximum de pluie et en évacuer ensuite un maximum par infiltration. On a le puits d'infiltration, donc là qui est une solution verticale, hein, quand on a des enjeux d'emprise foncière. C'est comme la tranchée, c'est comme le saule, mais finalement on vient travailler en vertical sur le stockage au niveau du drainage. Donc c'est particulièrement adapté quand on a peu d'espace pour gérer les eaux pluviales. Ensuite, on va arriver sur tout le panel des solutions qui vont permettre le stockage et la réutilisation des eaux. On a les cuves de récupération d'eau de pluie aérienne qui sont souvent promues, financées, distribuées par les collectivités. Donc c'est un premier geste vers la récupération et utilisation d'eau de pluie. Ça permet de stocker des petits volumes, hein, à 1-2 mètres cubes d'eau de pluie, et ça répond souvent à des usages d'arrosage extérieur. On a un robinet de soutirage qui permet d'alimenter un arrosoir, mais on n'est pas sur une solution à part entière de gestion des eaux pluviales parce qu'on est sur des stockages de faible volume. Donc on a ensuite, pour pallier à ça, les cuves enterrées. Donc on a des cuves enterrées où on a des volumes qui sont supérieurs à 2 mètres cubes et où on installe des cuves de 5-10 mètres cubes en fonction de l'habitation. Et ensuite, avec un système de distribution intérieure, là, on va pouvoir aller vers d'autres usages que l'arrosage et on peut alimenter les WC, le lave-linge, faire le lavage du sol, l'arrosage avec ces installations-là. On a d'autres types de cuves, donc là on va un petit peu plus loin, c'est un petit peu plus technique, c'est des cuves qu'on appelle à double fonction. Donc en fait, ce sont des cuves où on a un volume inférieur qui est dédié à l'utilisation. Et en milieu de stockage, on a un débit d'ajoutage d'évacuation, ce qui permet dans le volume supérieur d'accueillir les eaux pluviales et de les infiltrer immédiatement à débit différé, ce qui permet d'avoir, c'est pour ça qu'on dit double fonction, on a double usage, on stocke de l'eau pour la réutiliser, et dans le volume supérieur, on stocke de l'eau pour l'évacuer à débit différé, pour pouvoir accueillir la prochaine pluie. Donc là, on combine les usages entre valorisation d'eau de pluie et gestion des eaux pluviales à la parcelle. Et il y a la dernière cuve, qui est la cuve de rétention. Donc celle-là, elle ne fait que la fonction du dessus, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas l'usage de l'eau de pluie, mais elle permet de les stocker et de les infiltrer, de les évacuer à débit différé en fond de cuve. Donc voilà sur les différentes solutions qui existent de récupération et utilisation d'eau de pluie. Donc ça nous permet de switcher vers l'usage domestique des eaux impropres à la consommation humaine. Donc en fait, ça va être on a tout un panel réglementaire qui s'est mis en place depuis le plan eau du gouvernement sur différents usages de différentes qualités d'eau. On a eu pendant longtemps un seul standard en France qui était l'eau potable. Et en fait, on a glissé avec la raréfaction de la ressource, avec les enjeux de sécheresse et de rationalisation des usages de l'eau. Il y a 3 paquets de textes réglementaires qui se sont mis en place pour aller vers les usages urbains et agricoles, de réutilisation des eaux usées traitées de stations d'épuration, pour faire de l'arrosage, pour faire de l'irrigation et récemment pour faire du nettoyage urbain, tout ce qui est hydrocurage, nettoyage des voiries. Il y a tout ce qui est industrie agroalimentaire où on peut réutiliser les eaux aujourd'hui
dans les process agroalimentaires, notamment de nettoyage et de transport des marchandises, et tout ce qui est usage domestique, qui nous concerne un petit peu plus là aujourd'hui, sur tout ce qui est usage des eaux impropres à la consommation humaine, à l'échelle des bâtiments, à l'échelle des ICPE. On a tout un paquet de textes qui permettent d'encadrer ce sujet-là. Donc voilà, il y a 2 textes fondateurs qui définissent les exigences techniques et les exigences de qualité des eaux. C'est le décret du 12 juillet 2024 et l'arrêté du 12 juillet 2024 qui sont venus renforcer tout ce qu'on pouvait déjà faire sur l'eau de pluie depuis 2008 et qui sont venus rajouter de nouvelles eaux, les eaux de piscine collective, les eaux de puits, les eaux de forage et également les eaux grises. Donc là, je vous ai résumé en un seul tableau les critères de qualité et les usages possibles. Donc ce qui est sûr, avec une eau autre qu'une eau potable, on ne peut pas faire d'usage alimentaire. On ne peut pas faire non plus d'usage d'hygiène corporelle. Le recours à l'eau destinée à la consommation humaine, l'eau potable, reste la seule eau privilégiée pour ces usages-là. Ensuite, pour tout un tas d'autres usages, on a glissé vers des statuts d'eau propre, que ce soit l'eau de pluie ou les eaux grises. Donc on peut laver le linge avec de l'eau de pluie et avec des eaux grises. On peut nettoyer les sols et les surfaces intérieures. On peut arroser les jardins potagers. On peut alimenter les fontaines décoratives qui ne sont pas destinées à la consommation humaine. On peut faire tout ce qui est alimentation des chasses d'eau, des WC. On peut nettoyer les surfaces extérieures, y compris le lavage des véhicules. Donc là, on est sur l'usage possible. Après, je ne suis pas dans le code de l'environnement qui, normalement, ne nous autorise pas à laver sa voiture chez soi si on n'a pas un séparateur à hydrocarbures et d'autres systèmes de traitement. Mais là, dans les usages possibles, c'est prévu. Et tout ce qui va être arrosage des toitures végétalisées ou des surfaces, des murs végétalisés. Donc là, c'est autorisé sans aucune restriction au niveau de l'eau de pluie, mis à part le lavage du linge, où on doit respecter une exigence de qualité initiale qu'on appelle la qualité A+. Ensuite, cette qualité-là, la qualité A et A+, on la retrouve pour tout ce qui est eau grise. C'est-à-dire que dès qu'on va vouloir réutiliser les eaux issues des salles de bain pour alimenter les chasses d'eau, pour alimenter les toitures végétalisées, pour les fontaines décoratives et autres, on sera obligé de mettre en place un système de traitement pour atteindre ces qualités-là. Et bien sûr, on a tout un système de déclaration et d'autorisation à faire au niveau de la préfecture sur ces usages-là. Donc les paramètres de qualité A et A+, on va venir chercher un certain nombre de paramètres à la fois bactériologiques et de qualité des eaux, comme légionnelle, turbidité, les entérocoques, les Escherichia coli, tout ce qui est pH qu'on va mesurer à des fréquences définies en fonction des usages et des fonctions. Ça va passer d'une fois à la mise en service pour les eaux de pluie, à une fois par an, voire 2, voire plusieurs fois, en fonction qu'on va être en usage unifamilial ou dans d'autres usages de ces eaux-là. Et il y a 10 exigences à respecter. En fait, on a eu souvent des réglementations qui fixaient beaucoup de contraintes, d'exigences de moyens. Il faut mettre une pompe, il faut mettre une cuve, il faut mettre un traitement, il faut mettre ceci, il faut mettre cela. Là, la réglementation, elle a fixé des exigences de qualité et elle a hyper responsabilisé le propriétaire du réseau d'eau. C'est-à-dire que quand chez soi ou dans son entreprise, on décide d'utiliser de l'eau de pluie ou on décide d'utiliser de l'eau grise, on est vraiment responsable de son installation, de sa conception, de sa bonne installation, de son bon fonctionnement, de la signalisation des différents points de soutirage avec des pictogrammes eau non potable, d'information des usagers et de traçabilité de toute la vie de l'installation au travers d'un carnet sanitaire qui responsabilise vraiment le particulier, mais qui donne aussi une opportunité aux professionnels du bâtiment, du paysage, les TP, les terrassiers, les paysagistes, les plombiers, à vraiment avoir une profession qui se structure et qui propose des solutions à l'échelle des bâtiments pour gérer les eaux sur la parcelle et le bâtiment. Donc j'en ai fini pour cette partie un petit peu générique et on va passer à une phase de retour d'expérience et je cède la parole à Alicia. Merci Jérémy. Effectivement, je vais faire un retour d'expérience sur la valorisation des eaux grises au sein d'une caserne des pompiers. Donc rapidement, je travaille chez Soprema. Je ne sais pas si vous connaissez Soprema. On est leader en étanchéité et en isolation, mais aussi globalement dans la couverture du bâtiment. Et on est également spécialisé en toiture végétalisée et en gestion de l'eau au sein du bâtiment. Et donc, on a mis nos compétences toiture avec un des adhérents également de l'ATEP qui est Aquatiris, qui est expert en phytoépuration au sol, pour développer une solution de phytoépuration en toiture.
dans le but de traiter les eaux grises et les réintégrer dans le bâtiment. Donc, dans le cadre de la phase héritage des JO de Paris, donc on a une caserne qui a été mise en place, et vraiment la volonté du maître d'ouvrage, c'était d'avoir des solutions innovantes, et donc on a pu mettre en place cette solution qui s'appelle Skywater Clear. Donc c'est une solution brevetée unique en France, qui a commencé en 2021 par un projet pilote dans notre ancien siège à Strasbourg, vraiment sur 16 mètres carrés, pour vraiment comprendre et s'assurer que la solution fonctionne bien. Et en 2022, on a eu la possibilité de mettre en place un démonstrateur à taille réelle sur le toit de notre cantine. Donc on a 128 mètres carrés de phytoépuration. Et donc, comme je l'ai dit juste avant, l'année dernière, on a pu mettre en place cette solution au sein de la caserne des pompiers à Saint-Denis. Petit rappel, pour information, on consomme à peu près 150 litres par jour par personne d'eau potable. Et si on décompose cette consommation d'eau potable, on a 60 litres d'eau par jour qu'on utilise pour la douche. Et c'est vraiment cette quantité d'eau-là, de ce gisement-là d'eau grise qu'on veut réutiliser, parce que finalement, c'est une eau qui est constante. Tous les jours, on se douche, contrairement à l'eau de pluie. Et donc, ça permet d'avoir un usage de l'eau pour alimenter nos toilettes, alimenter l'arrosage de manière régulière tout au long de l'année, indépendamment finalement de la météo. Et donc, à droite, vous avez ici une photo de cette caserne. Alors, j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle a été prise cet été durant la canicule. Et vous voyez que la toiture qui est verte, c'est la phytoépuration en toiture qui est bien verte. Pourquoi ? Parce que tous les jours, elle est alimentée par cette eau grise. Et donc, même s'il ne pleut pas, elle ne souffre pas de la chaleur. Donc, je vais passer rapidement sur ce cadre réglementaire, vu que ça a été expliqué juste avant, mais vraiment, je remets le point sur l'engagement en fait, du propriétaire lorsqu'il met en place ce type de solution. Donc, il doit faire une déclaration auprès du préfet, il doit valider le traitement avant de l'intégrer dans le bâtiment. Bien sûr, une autosurveillance doit être faite, et surtout l'entretien et la maintenance, parce que il faut vraiment s'assurer que la solution fonctionne bien et qu'elle soit pérenne à long terme. Et donc, bien sûr, on récupère les eaux de salle de bain pour les revaloriser, toilettes, arrosage, fontaines décoratives, lavage des véhicules. C'est ce qui est fait, par exemple, pour le lavage des camions chez les pompiers. Donc, le fonctionnement en 5 étapes de cette solution Skywater Clear, comment ça se passe ? Dans un premier temps, on va collecter donc, ces fameuses eaux grises. On va les envoyer dans un local technique où on va avoir un pré-traitement, tout d'abord pour un peu enlever tout ce qui est solide, liquide, etc. On a un poste de relevage qui va renvoyer ces eaux grises en toiture sur la phytoépuration. Ensuite, on va renvoyer ces eaux-là au local technique pour avoir les derniers traitements pour atteindre cette fameuse qualité d'eau qui est demandée par la réglementation, qui est assez exigeante. Et donc, c'est pour cela qu'on doit passer par une autre phase de filtration en aval. Et ensuite, on va distribuer cette eau vers les toilettes, vers l'irrigation, selon les différents usages. Donc si on fait un petit zoom sur la toiture, comme je l'ai dit juste avant, Soprema est quand même expert en toiture végétalisée, donc c'est vraiment notre cœur de métier, et on est aussi expert en étanchéité. Et donc on a mis en place un bassin qui est indépendant de l'étanchéité qu'il y a sur la toiture, pour être sûr que on ne gêne pas, si je puis dire, l'étanchéité de la toiture. Et si demain on veut enlever la phytoépuration, il n'y a aucun souci sur l'étanchéité de la toiture. On a 25 espèces de plantes différentes en toiture. On a 20 cm de substrat qui est spécifique pour la phytoépuration. On a de l'oxygénation par épandage grâce aux asperceurs, parce que bien entendu, comme on arrose avec de l'eau grise, c'est différent de l'eau potable. Et je l'ai dit juste avant, un bassin qui est indépendant de la toiture terrasse. On a plusieurs avantages, bien sûr, pour cette solution. Bien entendu, c'est une solution fondée sur la nature, donc favorise le retour de la biodiversité, mais également de la fraîcheur grâce à l'évapotranspiration. On a bien sûr une économie d'eau potable et on revalorise ces eaux-là. Et bien sûr, une valorisation paysagère et esthétique de la toiture. Comme je l'ai montré juste avant, c'est quand même une toiture qui est belle parce qu'elle est tous les jours alimentée, donc elle pousse très bien.
Mais bien sûr, il y a de l'entretien et de la maintenance à faire pour ce type de solution. Donc, on a deux postes d'entretien et maintenance. Le premier, bien sûr, c'est tout ce qui se passe au niveau du local technique, avec la filtration, le pompage, la distribution. Donc, en moyenne, 4 fois par an, un plombier doit passer pour s'assurer qu'au niveau de cette distribution, il n'y a pas de soucis. Et pour faire la maintenance, finalement, des différents postes de filtration. Et bien sûr, sur la végétation aussi, un paysagiste doit passer en moyenne 4 fois par an, parce qu'elle pousse vraiment beaucoup. Donc, pour éviter d'avoir un peu trop de plantes en toiture, il faut quand même faire un entretien régulier pour éviter d'avoir des plantes qui ne sont pas forcément les bienvenues. Donc, comme je l'ai dit, c'est une solution qu'on a mis en place tout au début sur le toit de notre cantine. Donc, c'est la photo que vous avez juste ici. On a du coup notre solution à Saint-Denis avec la caserne des pompiers, mais on a également eu l'opportunité d'avoir un projet dans le 13e, dans une résidence étudiante, où là également on va récupérer toutes les eaux des douches des étudiants, même de la laverie, pour alimenter une façade végétalisée. On est d'ailleurs lauréat d'un appel à projet Innovo qui est financé par l'ADEME. Et l'objectif, c'est vraiment de faire des études hydrauliques sur cette solution. Parce que comme je l'ai dit, on est encore en phase R&D. Et notre objectif, vraiment, c'est de industrialiser cette solution. Donc on a des études d'un point de vue hydraulique pour comprendre tout le fil de l'eau de cette solution, mais aussi d'un point de vue sociologique, parce qu'effectivement, installer ce genre de solution, c'est pas forcément. Enfin, il faut comprendre les attentes du client, en tout cas des usagers, et est-ce qu'ils sont prêts à accepter ce genre de solution chez soi, parce que tout le monde va vous dire que c'est une super solution, mais finalement avoir de l'eau traitée dans mes toilettes pour de l'arrosage. Est-ce qu'on est prêt à sauter le pas? Donc, on a cet aspect-là dans l'étude et c'est hyper intéressant. Donc, on a 50 d'études et on recherche un 4e site pour installer ce type de solution et vraiment faire avancer notre recherche sur cette solution. Donc, je vous remercie pour votre votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Alicia. Pour compléter sur ce sujet des eaux grises, un chiffre qui est intéressant dans notre étude, c'est qu'on a vu qu'au niveau des collectivités, en région Île-de-France, il y a une collectivité sur 2 qui souhaite initier des projets de recyclage des eaux grises. Donc on voit que finalement, là où on va être en habitat dense, en habitat vertical, on va avoir une forte imperméabilisation. Au lieu de se poser la question de la récupération et utilisation d'eau de pluie, on va tout de suite agir sur le gisement. On a effectivement ce gisement permanent des eaux de salle de bain qui permettent d'être réutilisées. Donc c'est un sujet qui est majeur dans les années à venir en Île-de-France. Donc on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou compléments d'information. N'hésitez pas. Bonjour, petite question par rapport à la surface dont vous avez besoin pour la toiture, pour votre système épuratoire. Et la surcharge que ça peut engendrer derrière au niveau des structures du bâtiment. Alors oui, ça engendre une surcharge assez importante. On est à peu près entre 300 et 400 kg du mètre carré. Donc bien sûr, il faut que ce soit pris en compte en amont. Pour la surface, je n'ai pas un ratio à vous donner, mais à Saint-Denis et à Paris, on est à peu près à 2 bassins de 30 mètres carrés. D'accord, ok, merci. Vous avez parlé aussi dans votre système, il y avait un système de filtration. Qu'est-ce que vous utilisez comme type de filtration avant d'envoyer vers le massif? C'est quoi? C'est la filtration par membrane? Alors en amont, en pré-traitement, on a plutôt du charbon qu'on met en avant. Par exemple, sur notre siège, on récupère les eaux de cuisine, donc des eaux grasses. Donc on a d'abord un dégraisseur. Pour les eaux de grises qui sont faiblement chargées, on a juste du charbon. Au début, on avait testé aussi un peu avec du bois, des copeaux de bois. Et là, on est plutôt passé sur du charbon. Ok, merci.
D'autres questions ou réactions? Si vous n'avez pas d'autres questions, il nous laisse à vous remercier et puis à vous souhaiter une bonne fin de salon, parce que là, vraiment, on est à la fin. Donc, très, très bonne fin de salon à tous. Et puis, merci de votre participation.